Greetings and welcome to this webinar on remembering past Bienvenue massacres in à Africa. ce séminaire sur le thème This Souvenons-nous des webinar massacres is passés brought en to you Afrique. by the Commission Ce of the webinaire est Churches on organisé International par la Affairs, Commission des CCIA, Églises of the aux World Affaires Council of Churches. internationales, la CCIA, The du Commission is WCC. marking La this year its Commission 75th fête cette anniversary. année son 75e anniversaire. Today's webinar will be Le moderated webinaire by d'aujourd'hui Dr. sera Isabelle modéré par la Apao-Firi. Dr Isabelle She is the Apao-Firi, Deputy General qui est Secretary secrétaire for Public générale Witness and adjointe Diaconia de at the Public WCC Witness et since Diaconat au 2012. WCC She also depuis gives 2012. oversight to the Elle WCC supervise Pilgrimage of Justice également and le Peace, pèlerinage de justice WCC's et de work paix on human du sexuality, WCC, WCC's le work on travail just du community of women and WCC sur men, la as justice well as WCC's work on communautaire, overcoming racism. ainsi que le travail du WCC She sur is a Presbyterian l'élimination from du Malawi. racisme. Elle est Previously, presbytérienne, elle est du she was Malawi. full professor of African Dans son theology, emploi précédent, elle était professeure de dean and théologie head of the africaine, School of doyenne et Religion, directrice de Philosophy l'école and de Classics at religion, the University of philosophie et études KwaZulu-Natal, classiques South à Africa. l'université de KwaZulu-Natal Her en co-facilitator Afrique will du be Sud. Reverend Dr. Mikey Son Roberts. co-modérateur He is the program sera executive for Mikey spiritual life and Rowers, faith and order at the WCC. Directeur du Since programme de vie 2019. spirituelle et de foi In this au capacity, WCC he depuis coordinates the daily février prayers at the 2019. En WCC cette and capacité, il also gives coordonne les leadership to the prières musical au and centre spiritual life œcuménique et dirige initiatives également les of the initiatives WCC. musicales et en matière He de was vie born and spirituelle raised du on the island of WCC. Antigua Il est né and was ordained as a sur pastor l'île within de the Antigua. Moravian Il a été Church, ordonné Eastern pasteur West de Indies Province 28 years l'Église ago. moravienne des Antilles Without il further y a delay, 28 ans. I invite Sans both autre of you to guide us préambule, in je this vous invite conversation. tous les deux à nous guider dans ce débat. Thank you very much, Merci beaucoup, Segma. Et Segma est la directrice de programme à la Commission des Églises aux Affaires internationales. J'aimerais vous souhaiter tous la bienvenue ici dans ce webinaire sur le thème Rappelons-nous des massacres passés, honorons l'héritage et la résilience des victimes. Et cette fois-ci, nous nous focalisons sur l'Afrique. Il y a un grand nombre d'histoires que nous allons entendre aujourd'hui que j'avais soit oubliées, soit qui ont fait l'objet d'une amnésie du monde. Le poster de ce webinaire nous rappelle 12 monuments à Addis Abeba, en Éthiopie. C'est le monument commémoratif des Éthiopiens tués au cours de l'occupation du pays par les Italiens en 1936 jusqu'en 1941. Les chemises noires ont tué environ 20% de la population en l'espace de 3 jours. Cet événement est une conversation. Ce n'est pas la présentation de documents, ce ne sont pas des cours magistraux. C'est simplement pour nous rappeler et pour honorer. Il y aura de courts moments de méditation en guise d'interlude entre sessions. Nous souhaitons également terminer cette rencontre sur une note positive en honorant le travail que certaines églises ont réalisé pour guérir les cicatrices passées et pour faire un travail de plaidoyer pour une société juste et équitable. Je donne de maintenant la parole à Mikey qui va nous présenter les intervenants. Merci beaucoup Isabelle et bienvenue à vous tous. Pour le webinaire d'aujourd'hui, c'est un véritable plaisir pour moi de vous présenter brièvement nos orateurs d'aujourd'hui. Nous avons le docteur Frank Chicani, tout d'abord, modérateur de la Commission des Églises aux Affaires internationales du WCC.
Il est pasteur de l'Église apostolique d'Afrique du Sud et il était avant pasteur de l'AFM et président international d'IFM International pendant 23 ans. Il a été secrétaire général du Conseil sud-africain des Églises, directeur de l'Institut pour la théologie contextuelle et ancien membre du comité exécutif national du Congrès africain national. Nous avons également avec nous aujourd'hui Madame Fassino Evelyne, qui est professeure à la retraite, diplômée de l'École normale supérieure du Bénin dans les sciences de la vie. Elle a un master en planification stratégique et en planification de programmes et également en matière d'équité. Par le passé, elle a été directrice du département de l'éducation primaire et secondaire et membre de l'Église presbytérienne. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous le père Michael Lapsley de Nouvelle-Zélande et prêtre anglican en Afrique du Sud. Il appartient également à la Société des missions sacrées. Il a été prêtre en Afrique du Sud et a été impliqué dans la politique du pays, son devoir étant de prendre la parole contre l'injustice de l'apartheid. En 1976, le gouvernement l'a exilé à cause de son affiliation au NFC et pour avoir soutenu les étudiants à la suite du soulèvement de ces étudiants. Ensuite, alors qu'il était en exil au Zimbabwe, le père Lapsley a été malheureusement la cible d'une tentative d'assassinat, tentative organisée par une organisation du gouvernement de l'Afrique, de la section sécurité. Depuis lors, il a consacré sa vie à aider les autres à guérir leurs blessures causées par des régimes d'oppression. Nous avons également Madame Francis Monsieur, professeur en communication à l'université de Tangaza et qui appartient à l'Université catholique d'Afrique de l'Est. Il a une licence en développement et communication de l'Université de Nairobi, Kenya, et une licence en journalisme et communication de masse de la même université. Il est consultant et éditeur. Actuellement, il est l'éditeur du magazine mensuel de la congrégation. Il est consultant pour la conférence du Kenya des évêques catholiques. Et finalement, nous avons le révérend Dr Nagaju Muke, qui est ministre ordonné de l'Église presbytérienne depuis 2000. Elle a travaillé dans 3 congrégations dans son pays natal et actuellement, elle est au presbytère Zinga depuis octobre 2016. Elle est sous-secrétaire de la mission évangélique unie, Afrique, bureau régional en Tanzanie. Elle est également professeure à l'Institut des arts et des sciences sociales au Rwanda, où elle enseigne la théologie et la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs. Nous sommes heureux de vous avoir tous parmi nous et d'après vos biographies, je suis absolument convaincue que ce débat sera très enrichissant. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Mike. Nous avons un panel absolument impressionnant aujourd'hui. Je souhaiterais maintenant donner la parole à nos panélistes et leur demanderai de répondre à cette question. Vos communautés respectives ont expérimenté des massacres de masse et des tueries de masse. Pouvez-vous identifier
un de ces massacres et partager avec nous l'histoire, le contexte de là où il s'est produit. Nous allons commencer avec Madame Fassinou. Yes. Madame Fassinou, vous avez la parole. Yes. You can go ahead. Allez-y. Aux panélistes de Cotonou, je vous dis bonjour et merci de suivre cette présentation qui concerne les massacres au Bénin en 1897. Cette présentation se fera en deux temps. D'abord, le contexte dans lequel cela s'est passé, puis ensuite, est-ce qu'il y a eu des efforts de réparation. Pour ce qui concerne le contexte, je voudrais d'abord faire une petite clarification au sujet du nom Bénin qui a été utilisé ici. Lorsque nous parlons des massacres du Bénin, en réalité, le Bénin dont il s'agit, c'est le royaume du Bénin, et qu'il ne faudrait pas confondre avec la République du Bénin, parce qu'aujourd'hui, la République du Bénin était, pendant la colonisation, le royaume du Dahomey. Et par contre, le Bénin dont il s'agit là maintenant, et qu'on peut encore appeler Bénin City, est un royaume qui existait au temps de la colonisation et qui a été plus tard annexé à la République fédérale du Nigeria. Donc, voilà la clarification que je souhaiterais faire pour que l'on se situe par rapport à ce terme de Bénin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que l'on parle de massacre? En réalité, le royaume du Bénin, dans le temps, était un royaume très prospère et qui était convoité par les Britanniques. Mais à un moment donné, c'est un royaume qui a commencé son déclin. Et lorsque le déclin a commencé, les Britanniques en ont profité pour vouloir intégrer, prendre d'assaut ce royaume et signer avec le roi d'abord qui s'appelle roi Oba, signer un traité de protectorat. Le roi, dans un premier temps, n'avait pas voulu accéder à cet accord, mais finalement, il a été contraint à signer l'accord du traité de protectorat. Et c'est après cette signature, dans un premier temps, il ne voulait pas, mais il a fini par signer. Et malheureusement, les Britanniques, ce qu'ils espéraient tirer de ce traité-là, ils ne l'ont pas eu parce qu'ils voulaient prendre le contrôle des exportations, notamment des exportations en huile palmier, en huile de palme, mais ils n'ont pas pu tirer grand profit de ce traité-là. Et furieux de ce fait qu'ils n'ont pas pu tirer profit de ce traité, ils ont voulu envahir le royaume. La décision, pendant qu'elle était en train d'être mûrie pour savoir quand est-ce qu'il faut envahir et comment le faire, le vice-consul d'alors n'a même pas attendu cette décision. Et là, il a envoyé un détachement, il a conduit un détachement vers le royaume de Bénin City. Alors, le détachement qui est arrivé a été intercepté par les chefs du palais du roi et qui ont massacré aussi bien le vice-consul et ceux qui étaient avec lui. Il était accompagné de leurs Britanniques et de centaines de porteurs noirs. Les Britanniques, parmi les 9 Britanniques, 7 ont été massacrés avec le vice-consul. Et le mot massacre, le terme massacre vient de cette interception de l'envahisseur qui sont les Britanniques. Donc, il ne s'agit pas ici du massacre de la population du royaume de Bénin City, mais c'est le massacre du détachement britannique qui a envahi le royaume. Donc, souvent, lorsqu'on parle de massacre, on fait cette confusion-là. Et c'est du fait que ce massacre-là n'est pas le massacre de la population, le massacre n'a pas été reconnu, donc il n'y a pas eu par la suite d'efforts de réparation. Donc voilà le contexte dans lequel on a parlé de massacre, c'est le massacre de l'expédition britannique et non le massacre de la population du royaume de Bénin City. Et c'est suite à ce massacre-là que les Britanniques ont envoyé cette fois-ci une autre expédition qui est une expédition punitive, en quelque sorte pour punir le royaume, pour punir le roi et ses chefs parce qu'ils ont attaqué et massacré
la première expédition qui est allée là-bas. Et c'est suite à cette expédition punitive que le royaume a été saccagé, les biens du roi ont été pillés, le roi lui-même a été traduit devant une cour de justice, les chefs du palais ont été condamnés à mort et tous les fruits du pillage, le butin a été emporté. Donc voilà brièvement le contexte dans lequel ce massacre-là a eu lieu. Donc, je précise qu'il s'agit du massacre du détachement britannique et non du massacre de la population. Je vous remercie. Et maintenant, puisque ce n'est pas un massacre qui a été reconnu, donc il n'y a pas eu d'effort de réparation. Il y aurait eu d'effort de réparation si c'était la population, si la communauté internationale avait reconnu que la population de ce royaume a été massacrée. Mais du fait que ce sont les Britanniques, les envahisseurs qui ont été massacrés, donc ce n'est pas un événement qui est reconnu au niveau international. Mais en termes de réparation, tout ce qui a été fait jusque-là, c'est voir dans quelle mesure restituer les biens, restituer les objets qui ont été pillés. Parce que ces objets... Can I just interrupt you there? I think let's concentrate on what happened. Bien, nous allons nous concentrer sur ce qui s'est passé et ensuite je vous demanderai de revenir sur la question de la réparation dans un deuxième temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous apprendrons beaucoup en voyant la différence entre ce qui s'est passé avec les Britanniques et avec la population locale. Il est important de voir ce qui s'est passé avec les quelques Britanniques et de préciser que ce n'était pas la population. Donc, merci beaucoup. Nous allons donner la parole à M. Muroki du Kenya. Merci beaucoup. Madame la modératrice, merci à tous. Je regarde le massacre que l'on appelle massacre Larine dans le contexte de la libération du Kenya, les luttes pour la libération du Kenya dans sa lutte pour l'indépendance au début des années 50 jusqu'à la date d'indépendance du pays. Le nom Lari est le nom d'un petit village dans la partie centrale du Kenya et Lari se trouve sur la route de la forêt Abadès. La lutte pour la liberté du Kenya, un mouvement pour la lutte contre l'indépendance, était mené par un groupe de soldats. Ils se sont installés dans les forêts pour se cacher des colons britanniques. Et par conséquent, le nom Lari est le nom du village qui se trouve en fait au pied de la forêt Abadeya, où se cachaient ces hommes-là. Quand on parle du massacre de Lari, il est important de remarquer que c'est un massacre qui a mené à la mort de plus de 5000 personnes, qui comprend les personnes actuelles dans les conséquences de ce massacre. Et ceci a mené également à l'annihilation de plus de 30% du peuple Kikuyu, de la population Kikuyu, qui en fait dirigeait cette lutte pour l'indépendance. Il est important de noter que le mouvement pour lutter pour l'indépendance de ce pays était dirigé par les Mau Mau. Les Mau Mau, c'est un mouvement de libération. Et par conséquent, il s'agissait d'une guerre pour libérer le pays des puissances coloniales, du joug colonial et des actions des colons britanniques, du peuple britannique. Les colons britanniques
dans ce mouvement pour la lutte pour l'indépendance, c'était une lutte pour les droits humains, pour la dignité humaine et contre l'oppression des colons. Les maîtres colonisateurs opprimaient les Africains, les Kenyans, et ils ont fait cela pendant plus de 70 ans. Ils ont pris leurs terres, ils ont pris leur liberté, leurs droits humains et leur dignité. Les Mau Mau ont été appelés terroristes par certains historiens. Mais il est important de savoir qu'en fait, ils n'étaient pas terroristes. C'étaient des personnes qui avaient une mission pour lutter pour l'indépendance. C'étaient des hommes et des femmes qui étaient engagés pour la libération de leurs terres, contre leurs agresseurs et leurs oppresseurs. Et donc, tout ce qui a été fait par les Mau Mau doit être considéré à la lumière de ce contexte. Au Kenya, les Britanniques sont arrivés vers 1945 sous le leadership de l'Empire britannique. En fait, ils étaient là pour faire des affaires et ils ont systématiquement acquis toutes les terres africaines et en ont fait leur propriété. Lentement, mais sûrement, ils ont chassé les peuples en périphérie. Ils les ont chassés de leurs terres et ils ont introduit ce que l'on appelait les settlers européens. Donc, ils les ont chassés vers les périphéries. Ils les ont chassés de leurs terres ancestrales pendant des années et ils ont introduit une taxe pour habiter dans les maisons. Ceci, c'était au XIXe siècle. Les Africains ont commencé à ressentir la pression des colonisateurs. Les Africains ont été obligés à participer à la Deuxième Guerre mondiale sans véritablement savoir de quoi il s'agissait dans cette guerre. Les Africains ont été utilisés comme porteurs. Et aujourd'hui, en fait, à Nairobi, nous avons un mot, Kariako, qui est une corruption de ce terme-là. Donc, ils sont revenus de Ceylan. Ils savaient que les Africains étaient considérés comme des visiteurs et qu'il fallait donc les chasser des terres. Donc, que s'est-il passé? Eh bien, en 1952, le gouvernement britannique a introduit des règles, a arrêté tous les leaders politiques tels que Jomo Kenyatta, Fred Kubai, Paul Ngei, Njeng Oneko, Kunkarumba et Fred Kubai. Lorsque ces leaders ont été arrêtés, les Africains ont dit « Pourquoi arrêtez-vous nos leaders ?» Et donc, les Africains sont allés dans les bois, dans les forêts et ont commencé à demander la libération de ces 6 leaders politiques. Et nous célébrons toujours le jour de leur arrestation, le 20 octobre 1952, qui est une fête nationale. Donc, les jeunes hommes ont fui dans les forêts, ils ont dû survivre et une façon de survivre pour eux était de trouver de la nourriture, de se cacher. Et donc, là où ils trouvaient un refuge, ils trouvaient de la nourriture des communautés. Mais les chefs qui étaient en fait sous l'influence des colons britanniques ont trahi ces Africains. Ils les ont trahis, ils ont indiqué leur présence. Et donc, ceux qui luttaient pour la libération devaient
devaient s'assurer qu'ils montraient leur force. Ils ont identifié les gens qui les avaient vendus, qui les avaient trahis, et une nuit, vers 1953, le village de Lari a été attaqué par les soldats, les lutteurs Mao Mao, et ils ont écrasé ce village. Tous les animaux, tous les êtres humains survivants, à commencer par le chef et par toutes les personnes de cette région, ont été décimés. Le village a été décimé. Les historiens se rappellent que 200 personnes vivaient dans ce village. Mais après cela, immédiatement après cette attaque, les Britanniques ont libéré des soldats, des colons pour lutter contre les Mau Mau, contre les gens qui avaient attaqué le village. Et après cette attaque, 5000 Africains ont été tués sur une courte période de temps. Et un grand nombre d'autres personnes ont été faites prisonniers parce que les Africains protégeaient, bien entendu, et donc les colonisateurs arrêtaient tout ce qui était impliqué. Bien, je pense que nous allons nous arrêter là pour le moment. Je vous rappellerai pour continuer l'histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pensais à mon pays, le Malawi. Les expériences sont vraiment semblables. Nous allons écouter maintenant le révérend Dr Mouquet. Dr. Mouquet, you need to unmute yourself. We are still not hearing you, unfortunately. Dr. Mouquet, vous avez besoin donc d'activer votre micro pour que nous puissions vous entendre. Yeah, I'm just saying that I'm happy that I am invited to join this webinar. Tout simplement, j'aimerais dire que je suis ravi de pouvoir participer à ce webinaire au cours duquel les différents pays africains peuvent témoigner sur leur passé, les massacres qu'ils ont vécus. Et j'aimerais pour ma part parler des massacres qui ont lieu en RDC et en Rwanda. J'aimerais donc évoquer la problématique des deux pays. À l'heure actuelle, le contexte dans lequel les massacres se sont produits au Rwanda, on peut parler d'ailleurs de différents types de massacres. En 1990-1914, le génocide qui a été perpétré contre les Tutsis. Historiquement, le Rwanda avait trois groupes ethniques, Tutsi, Hutu et Tutwa. Ces trois groupes avaient la même langue, la même culture et la même religion. Ils avaient pour objectif de fédérer, de réunifier les trois ethnies. Toutefois, pendant la période coloniale, le roi de la communauté Tutsi a perdu toute sa légitimité et a été identifié de plus en plus comme la minorité Tutsi. Aussi, il y a eu un retournement de situation. On a vu comme une exploitation des Hutus par les Tutsis. Les Tutsis étaient identifiés par les Ketos. Aussi, les colonisateurs ont créé de certaine manière ces identités techniques pour diviser les différentes ethnies, le pays en fait. Et tout ceci est directement en lien avec la colonisation européenne qui est venue imposer ses règles. Aussi les rôles joués par les colonisateurs
en implantant ces graines qui ont mené à ces problématiques, a eu trois conclusions, a débouché sur 3 points. Tout d'abord, la théorie raciale. Nous avons eu un premier temps donc ces divisions entre les Hutus et dans un deuxième temps, l'idée a été de maintenir ces différentes classes. C'était une manière, je le disais, hein, vraiment l'objectif était de continuer à diviser les communautés et surtout de faire en sorte que les classes puissent se maintenir telles qu'elles étaient. Et puis, il faut aussi penser à la théorie des origines. Aussi, les colonisateurs ont privilégié la majorité Tutsi pour discriminer la minorité Hutu. Tout ceci a débouché donc sur la révolution qui a eu lieu en 1959, qui a été suivie après, des années après, par le massacre de nombreux Hutus. Pendant la période postcoloniale, le Rwanda a hérité de cette idéologie, ce qui avait été en fait construite pendant la période coloniale. Cette idéologie s'est poursuivie dans la société aussi, et le génocide contre les Tutsis a été le massacre qui a été le point culminant du génocide et des massacres dont il s'est produit. Ce qui a pu se passer les années 60, 64, 65, 73, 92 et 93. Donc c'est vraiment le point culminant de toutes ces manifestations qui avaient eu lieu. Et ainsi s'est produite, je dirais, la solution finale pour détruire la communauté des Tutsis. Donc, le génocide, tel que nous le connaissons, doit être vraiment appréhendé de manière plus large, puisqu'un million de personnes ont été tuées pendant une période très courte. Il n'y a jamais eu un tel massacre sur une période aussi courte dans l'histoire. Suite à ce massacre, le pays a été complètement détruit et énormément d'exactions ont pu être commises à l'égard des personnes, des enfants. 3 millions de Rwandais sont devenus réfugiés, notamment les Hutus et ceux qui sont partis, bien sûr, dans les pays voisins. Et 1 million ont été aussi déplacés en interne, au sein du pays. Donc voilà quelques éléments du contexte. Ce sont les colonisateurs qui ont planté les graines de cette idéologie ethnique qui a ensuite été intériorisée par les Rwandais eux-mêmes. Et comme je le disais, tout ceci a débouché sur le génocide de 1994. Parlons maintenant des massacres qui sont produits en République démocratique du Congo. Le Congo est une nation empreinte de violence. Tout ceci a démarré dans les années, au milieu des années 80 avec le roi qui était belge. Il contrôlait le territoire, les terres et ainsi que les ressources, et les personnes faisaient l'objet d'exactions lorsqu'elles essayaient de récupérer leurs terres, leurs biens. When the news of its vast resources reached
Europe, King Leopold II, lorsque ces ressources donc, ont pu être acheminées en Belgique, donc le roi Léopold de Belgique, plus tout l'aventure, tout ce qui s'est produit au niveau humanitaire, le roi a essayé de revenir sur le pays. Le roi de Belgique, donc Léopold, a fondé une nouvelle opération pour libérer le Congo. Il a acquis officiellement le territoire avec la permission des missions européennes. Et dans le cadre de la conférence de Belgique en 1985, il en a fait sa propriété privée. Ce pays n'était plus considéré comme une colonie de la Belgique. Toutefois, il était encore en possession du roi Léopold. Léopold s'est très vite approprié les ressources du pays au fur et à mesure des années. L'exploitation du pays a été main dans la main avec l'exploitation de la population aussi. Léopold, ainsi que ses bras droits, ont forcé les natifs, les Congolais, à travailler pour eux. Il a été extrêmement violent dans la confiscation des ressources. Il a été aussi estimé que pendant son règne, la population a été divisée par 2. Des techniques très brutales ont été employées par l'armée pour toujours mettre la main sur les ressources, sur la production. Il est aussi estimé que approximativement 10 millions de natifs ont été tués à la suite de cette exploitation, mais également en raison des maladies pendant la première vague de la colonisation. Les méthodes de Léopold ont été extrêmement impopulaires. What was maybe considered as the first humanitarian human rights movement. The European and Ceci a permis de faire naître, émerger de nombreux mouvements, peut-être parmi ceux que l'on pourrait appeler les premiers mouvements de défense. Aussi, au fur et à mesure des années, Léopold a perdu progressivement le soutien de la communauté internationale. Et il a enfin pu donc transférer le pouvoir du pays qui lui appartenait, donc le rendre au pays, à la Belgique. Donc, vous voyez, là j'ai voulu faire référence à 2 types de massacres, l'un au Rwanda, l'autre en République démocratique du Congo, et tous les massacres illustrant des tragédies horribles. Merci beaucoup. Merci, oui, cette expérience a été extrêmement traumatisante. À présent, nous allons écouter le révérend docteur Franck Chikane d'Afrique du Sud. It's a pleasure to share this platform. Merci beaucoup, madame. C'est un plaisir de pouvoir partager cette plateforme avec tous nos frères et sœurs qui sont présents aujourd'hui, qui font partie des intervenants et d'écouter leurs expériences respectives. Alors, d'un point de vue de l'Afrique du Sud, nous pourrions parler d'énormément de massacres qui se sont produits
au cours peut-être de 300 années de colonisation, sans oublier l'apartheid. Mais pour ma part, j'aimerais revenir sur une expérience très connue en Afrique du Sud, qui est appelée donc le massacre de Sharpeville. Pour les personnes qui ne connaissent pas trop l'Afrique du Sud, beaucoup disent que les Africains sont responsables de l'apartheid. Mais je vais dire que ce sont les Anglais qui ont vraiment posé les bases d'un système juridique légal et qui a institutionnalisé ce que l'on peut appeler donc l'apartheid, donc en 1948. Aussi en 1948, la terre qui était occupée par les personnes noires en Afrique du Sud a été prise et il n'avait plus que, je dirais qu'il y avait 87% du territoire qui était aux mains donc, de ce qu'on appelle les Sud-Africains blancs. Et aussi pour contrôler les gens, vous aviez besoin d'utiliser un pass en fait qui déterminait si les gens pouvaient travailler, où ils pouvaient travailler, s'ils pouvaient aller à l'école. Et dans les années 50, ce pass a été intensifié, ce permis a été intensifié et a pris de plus grandes proportions, toujours pour contrôler davantage la population. I had a number which said 200, which means you belong to another. Et donc voilà, si vous vouliez, pour pouvoir aller à un endroit ou à un autre, vous deviez avoir la permission, soit pour travailler, pour aller à l'école, comme je le disais. Si ce n'était pas possible, vous n'aviez pas la permission, alors vous deviez quitter le lieu sans plus attendre. Donc vous avez tout ce mécanisme de contrôle de l'apartheid. Et d'ailleurs, je peux dire que j'ai encore mon ancien passeport donc, quand j'étais à l'université. D'ailleurs, je l'ai encore parce que, comme je dis, il fallait que l'administration sache où nous étions, où nous intervenions. Donc, c'était pas là pour toutes les personnes. C'était vraiment pour des raisons ethniques, bien sûr. Et à un moment donné, les peuples du Sud-Afrique, d'Afrique du Sud, a dit nous n'allons plus respecter ces règles-là, nous n'allons plus porter ce passeport. Et c'est là que les massacres se sont produits. Je veux parler de Sharpeville et différentes provinces connexes. Et si vous voulez, en fait, les gens tout simplement se sont rendus pacifiquement au commissariat pour rendre leur passeport. Et toutefois, ce sont 69 personnes qui ont été tuées, blessées. Et cela s'est passé aussi au Cap. Donc, beaucoup de personnes ont été tuées aussi. Bon. C'est là que Sharpeville est entré dans l'histoire. Et si aujourd'hui nous sommes libres, nous faisons du jour de Sharpeville le jour des droits humains parce qu'il symbolise ce jour où nos droits ont été violés. Mais il est aussi le symbole d'une lutte. Avec tous ces massacres et ces personnes sans défense qui ont pu être tuées, qui se sont poursuivis encore dans les années 70, dans les années 80. Les massacres se sont perpétués. Il y en a beaucoup aussi que l'on n'évoque pas. Toutefois, force est de constater que ces massacres ont laissé énormément de blessures.
Il y a des gens encore vivants, il y a des victimes qui en parlent, il y a ceux qui ont perdu leurs parents, leur père, leur mère. Et cela fait partie de notre histoire. Et qu'en est-il alors du préjudice? Est-ce que ce préjudice est reconnu? Et est-ce qu'on aide ces personnes pour gérer leur passé, pour pouvoir aller de l'avant, pour guérir? Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais tout simplement, c'était vraiment pour donner une illustration de ce racisme et de ce sur quoi il peut déboucher. Merci. Thank you so much. Yeah, we have heard very sad stories, stories of trauma that have been experienced. Merci beaucoup. Nous avons été témoins à l'instant d'histoires vraiment traumatisantes, de violence. Et ce ne sont que quelques exemples, mais chaque pays africain a beaucoup à dire, beaucoup à raconter. À présent, j'aimerais m'adresser à Mike et nous allons réfléchir sur ces questions-là d'un point de vue spirituel. Merci Isabelle. And having listened to all of Bon, nous us, allons démarrer ce moment de réflexion. J'ai écouté nos différents intervenants et j'aimerais aussi rappeler qu'aujourd'hui, alors que nous mettons l'accent sur ces événements au COE, nous continuons à travailler sur un livret qui va jeter la lumière sur davantage de ces expériences, notamment celles qui n'ont pas pu être racontées dans le cadre de ce webinaire. Et aujourd'hui, donc, nous allons maintenant prier devant Dieu. Dieu miséricordieux, à cette époque, à ce temps, il est venu le moment de reconnaître la douleur de notre histoire, de reconnaître que ton peuple, nous regrettons, lamentons et souffrons de telle manière et de si nombreuses manières. Des peines nous ont été infligées et nous ont traumatisés. La douleur, mais également le fardeau. Toutefois, à un moment où nous nous souvenons de ces massacres, nous sommes dans une nouvelle démarche et tu es là à nos côtés. Dieu qui est capable de pardonner toutes nos enfances. Et nous le faisons dans l'espoir de la résurrection. Nous le faisons en toute conscience, car tu ne nous as jamais abandonnés. Et tu vas continuer ce voyage avec nous, au fur et à mesure que nous avançons. Il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais de nous souvenir que puisque tu as été à nos côtés, tu continueras à être à nos côtés aujourd'hui et à l'avenir. Aussi, nous prions pour ta présence continue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. of quiet prayer as we listen to Nous the allons song. poursuivre avec cette chanson.
Thank you so much, Mike. Merci beaucoup, Mike. It's quite heavy, what we have heard, and we wouldn't want to stop, Ce que nous avons entendu est pulled down by très fort et on ne va pas se laisser complètement brutality. démoraliser par cette brutalité, par tout ce que les Africains ont pu vivre pendant tant de décennies. So I want to turn to Aussi, an j'aimerais maintenant experience, from a church. revenir sur une expérience de That's why we've l'Église. invited, to have with us C'est pourquoi an nous excellent avons à nos côtés experience of memories. So, quelqu'un qui nous accompagne pour Michael, penser how would you nos see blessures. a nation Père Michael, can transcend these past massacres comment pouvons-nous towards transcender ces massacres what are the et lessons, nous from acheminer tragedies vers and how le do pardon? we Quelles ensure sont les leçons que nous future pouvons retenir generations et comment pouvons-nous faire en sorte past que les générations à venir apprendront du passé, de l'histoire et que tout ceci ne sera pas répété? I must say I'm kind of feeling overwhelmed. Merci beaucoup, Dr. Isabelle. Je veux dire que je suis vraiment bouleversé par la douceur, la douleur et tout ce que nous avons pu entendre, et ce sur tout le continent. I was glad that my brother Mikey began his prayer with speaking about the pain. J'ai apprécié quand j'ai écouté mon frère Mikey, il a commencé justement par évoquer cette douleur. Et je fais partie d'un institut qui travaille donc, toute cette réparation. Nous avons démarré tout un processus avec la commission de réconciliation. Et cela me rappelle aussi ce que moi j'avais pu vivre dans le cadre de l'apartheid. À présent, j'aimerais, pour ma part, mettre l'accent sur le pouvoir de la reconnaissance et de dire, oui, ces choses se produisent. Oui, cela s'est produit. Cela a été horrible. Soit les responsables vont dire que les victimes étaient de mauvaises personnes. Donc, je pense qu'il faut vraiment remettre les choses dans l'ordre. Et c'est d'autant plus important, notamment d'écouter l'histoire et de savoir qui la raconte. Quand nous pensons aux victimes, aux proches, aux descendants. Et écoutez vraiment les personnes les plus à même de raconter l'histoire. On parle du nombre de personnes, mais il faut aussi aller au-delà et se pencher sur les histoires personnelles, individuelles de chacun, d'humaniser ses souvenirs, d'humaniser ces personnes. Ça, c'est très important. Et vous savez, donc, on parle énormément de ce pouvoir de reconnaissance. J'ai pu rencontrer nombre de personnes autochtones aussi en Norvège, dans différents pays. Et en Norvège, ils disent que la clé est de reconnaître le mal qui en fait nous a été fait. Le problème en fait est souvent dans la communauté et dans la nation, c'est-à-dire les connaissances de ce qui a été reconnu en tant que tel. Donc, la connaissance est tout aussi importante que la reconnaissance. Et on en parlait à l'instant, mais le Dr. Frank qui faisait référence. Mais est-ce que nos enfants savent ce qui s'est produit, mais surtout ce qui a mené à ces massacres? Vous savez, les enfants restent des enfants. Et il faut essayer de trouver des manières accessibles et novatrices d'expliquer aux nouvelles générations ce qui s'est produit. Et aussi une organisation que j'ai connue aux États-Unis qui s'appelle Facing History, faire face à l'histoire. C'était une organisation qui
qui a beaucoup travaillé sur toute la question du génocide des Juifs. Et son travail était le suivant. Quels sont les choix qui ont mené à ce génocide? Et lorsque nous nous penchons sur l'histoire, et passons pour l'histoire de l'Afrique, les victimes d'une génération parfois deviennent les criminels de la génération suivante. Donc c'est vraiment une question fondamentale qu'il faut se poser. J'ai aussi écouté ma sœur lorsqu'elle a parlé du génocide au Rwanda. La question est comment pouvons-nous éviter le génocide de demain? Comment pouvons-nous engager tout ce processus de réparation? Je dis bien sûr dans le cas du Rwanda. Et quelle est l'histoire que nous racontons? Hutu who defended Tutsis and Il vice y avait versa. les Hutus, il y a eu les Hutus qui ont défendu les Tutsis et inversement. Mais souvent, on donne un caractère ethnique à l'histoire parce que ça nous arrange. Et ensuite, c'est là que nous créons un peu une version entre les bons et les personnes haïes de demain. Donc, comment pouvons-nous nous en souvenir? Comment pouvons-nous raconter cette histoire? Alors, il s'agit avant tout d'apprendre les leçons, d'apprendre les choix qui ont été faits. Et parfois, quand on expulse une personne, ce sont celles qui deviennent les victimes du génocide de demain. Lorsque nous diabolisons certaines personnes, alors on va leur donner d'une certaine manière la permission de faire des choses horribles, les choses horribles de demain. Vous voyez, on pourrait en raconter énormément. Bien sûr que bon nombre de ces massacres sont souvent en lien avec le racisme, mais nous avons eu aussi des massacres dans l'Afrique du Sud démocratique. Vous savez, ce cycle se poursuit. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela donne lieu à un trauma intergénérationnel. Et je pense qu'il faut faire le distinguo entre ce qu'une nation peut faire, c'est-à-dire d'avoir une commémoration au niveau national, un jour de commémoration, mais souvent, la nation continue son chemin et les individus et les descendants ont toujours ces blessures en eux et elles n'ont pas été pensées. Donc, que doit faire une nation? Elle doit s'attaquer à ces blessures et surtout à l'amertume ou la colère des communautés parce qu'elles n'ont pas été suffisamment écoutées, prises en compte. Donc, il faut vraiment écouter, prendre en compte chacune des personnes tout en écoutant et en témoignant de l'histoire nationale. Et je dirais que dans le cadre de ce processus, alors c'est sûr que les excuses sont importantes, mais il y a tout un chemin vers les excuses et un chemin qui mène vers et qui vient des excuses. Alors vous savez, souvent on s'excuse, ok, l'histoire est terminée, c'est bon, c'est fait. Mais je pense que il faut peut-être parler un petit peu du rôle de la réparation. Donc, je le disais, qu'il faut reconnaître et faire la distinction entre la connaissance, la reconnaissance et apprendre une leçon du passé. Merci. Thank you so much for what we have heard, from Michael, especially Father Michael, especially the. Merci beaucoup, Père Michael, d'avoir rappelé que la guérison individuelle est tout aussi importante qu'une guérison nationale. Nous allons maintenant ouvrir le débat, écouter vos questions, vos commentaires à tous les participants. Et j'aimerais demander au révérend Mikey de bien vouloir partager avec nous des réponses aux questions qui nous sont parvenues. Merci beaucoup, Isabelle. Nous avons effectivement reçu des commentaires magnifiques et positifs. Commençons par une question qui nous est posée par Johnny, qui dit les Moses, les Curlys, les Lavis, tous ces massacres ont été évoqués et ils se semblerait nier le même statut d'existence qu'ils avaient avant. Alors, je ne sais pas quel des panélistes peut répondre à cette question. I've remembered actually that we've missed
two sessions actually. We wanted to vous faire écouter une chanson, une lamentation sur cette expérience. Alors, je dirais que nous devrions écouter cela d'abord. Voilà. Et j'aimerais que les panélistes nous disent de nouveau comment leur pays se rappelle de ces massacres. Savoir s'il y a eu des réparations également, parce que nous savons que les réparations sont très importantes dans le processus de guérison. Écoutons cela d'abord. Right. The song, helps us to Cette chanson nous aide à nous lamenter. Les questions qui nous sont posées par les personnes doivent également nous aider à réfléchir sur ce que nous avons fait, qu'avons-nous fait. Et donc, nous allons demander aux panélistes d'écouter les questions et ensuite, dans la session suivante, ils répondront ensemble à vos questions par rapport à ce qu'ils ont présenté. Donc, Mike, pouvez-vous dire quelles sont les questions? Merci Isabelle. Alors, il est tellement difficile de trouver des mots après ces émotions si fortes. Alors, Didier,
Didier pose cette question. J'aimerais savoir concrètement ce que nous pouvons faire en tant qu'Église avec des milliers de personnes internement déplacées. Il parle de la situation du Burkina Faso ces 5 dernières années. Et je pense que cette question est vraiment quelles sont les expériences, les apprentissages que l'on peut tirer du passé. Nikki a demandé comment est-ce qu'on dépasse ce traumatisme. Iboun nous dit, est-ce que notre histoire est différente du passé? Didier revient pour poser une autre question sur le témoignage du père Michael. Il pense qu'il est très émouvant et il se demande comment, en tant qu'Église, nous pouvons travailler en amont pour éviter ce genre de situation dans nos pays, ce qui nous ramène à la connaissance et la reconnaissance, à la question initiale des massacres du Malawi. Voilà quelques-unes des questions qui sont posées. Et je ne sais pas quel est le panéliste qui souhaite commencer à répondre. Bien, nous allons demander au père Michael de répondre aux questions qui lui sont adressées. Et ensuite, je demanderai aux autres panélistes de répondre à leurs questions. Alors, je pense que nous trouvons qu'il est plus facile d'accuser que d'assumer ses responsabilités. Une chose que nous avons apprise, c'est que tous les êtres humains sont capables d'être des auteurs d'actes violents et en même temps des victimes. Et on sait expliquer très clairement comment on est victime, mais on est un peu plus confus quand on est des auteurs. Je pense que nous devons voir qu'il y a une connexion entre nos traumatismes en tant que nation et ce qui se passe avec la violence sexiste tout particulièrement et voir le cycle et les interconnexions qui existent. Nous devons voir quelles sont les façons de créer des blessures intergénérationnelles. Et quand on parle d'Église, je pense qu'on doit adopter une approche holistique. Alors, les personnes ont besoin de survivre, ont besoin de pain, mais les personnes ont également des besoins psychologiques et spirituels. Les êtres humains ne peuvent pas vivre de pain seulement, mais ils ne peuvent pas vivre sans pain. Donc, je dis oui au pain, mais je dis oui aussi à la vie sans blessure, sans cicatrice. Et il faut avoir des conversations intergénérationnelles avec les parents, les grands-parents qui peuvent dire à leurs enfants ce qui leur est arrivé. Mais les enfants peuvent également répondre et dire oui, mais nous aussi, on connaît, on expérimente vos souffrances, on sait que vous avez été affectés parce que ça nous touche. Donc voilà 2 pensées que je voulais mettre sur la table. Isabelle, si je puis interrompre, j'aurais dû lire la question de Dion. Comment suggérez-vous que nous, en tant que personnes de foi, pouvons résoudre la question de la détresse et du scepticisme également des personnes au pouvoir? Je pense que ceci est dans la continuité de la guérison des blessures. A-t-on tort d'être sceptique? D'une certaine façon, il faut savoir que les personnes au pouvoir sont comme nous, mais en tant que personnes de foi, nous avons des responsabilités à assumer. En Afrique du Sud, nous sommes libres maintenant et on dit, voilà, le gouvernement peut gouverner. Mais voyez où nous en sommes maintenant. Il est important que nous tous assumions nos responsabilités. Donc, il faut être sceptique par rapport au gouvernement, mais aussi par rapport à nous-mêmes. Et en tant qu'Église, nous devons nous auto-examiner et voir que peut-être nous faisons partie aussi du problème. Mais tout d'abord, il faut reconnaître nos blessures. Et il faut être également à l'écoute, tout comme aujourd'hui. Écouter les douleurs des autres.
Alors, ce que vous avez dit que les victimes peuvent devenir des auteurs de violence. Dans cette session, nous nous focalisons sur la période colonialiste. Mais comme l'a dit Fran, il y a tellement de massacres qui se sont déroulés dans la période post-colonialiste. Nous aurons besoin d'une autre rencontre où nous pourrons examiner ces massacres lorsqu'ils sont créés par les anciennes victimes. J'aimerais maintenant m'adresser aux panélistes et vous poser la question en 5 minutes, chacun d'entre vous. Comment est-ce que dans vos pays respectifs, comment peut-on affronter leur martyre? Que peut-on empêcher pour empêcher ces victimes de tomber dans le déni? Comment pouvons-nous mémoriser toutes ces tragédies? Les monuments sont-ils utiles? Sont-ils suffisants? Qu'en est-il des réparations pour les descendants de ces victimes? Y a-t-il eu des excuses qui ont été faites? Commençons par Madame Fassinou. 5 minutes, Madame Fassinou. I think she lost her connection. Yes, Isabel, I think we lost Je her. pense que Madame Fassinou a perdu sa connexion, malheureusement. Alors, je vais demander à nos collègues de communication de nous faire connaître sa réponse, mais en attendant, on donne la parole à Monsieur Maroki. Merci beaucoup. Très brièvement, tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir dit qu'il est important d'informer les enfants sur nos histoires, sur notre histoire. Ma mère était une vétérane Mau Mau, donc je suis une descendante de Mau Mau. Et la plupart des histoires que je connais sur la guerre sont dues au fait que ma mère les a partagées avec moi. Et en fait, au père Michael, j'aimerais vous chanter une chanson que ma mère a partagée avec moi. Elle chantait dans la forêt lorsqu'on luttait pour l'indépendance. Et cette chanson est très brève. Donc, vous voyez, cette chanson me parle. Elle m'a été enseignée par ma mère. Elle dit simplement, nous luttons pour notre indépendance. Nous sommes heureux de ce que nous avons fait et nous luttons pour l'indépendance. Donc, cette chanson, c'est notre histoire. Elle est très importante et je suis très heureux que ma mère m'ait enseigné cette chanson sur la guerre de la libération et je suis heureux, moi aussi, de l'enseigner à mes enfants. Concernant la réparation, ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été réalisé dans mon pays. La plupart des vétérans de la guerre Mau Mau sont encore dans la pauvreté, ils ont perdu leurs terres, ils ont perdu leurs propriétés, surtout les hommes. Malheureusement, les hommes ont été châtrés, les parents souffrent encore de misère parce que à leurs parents, on a fait tellement de choses sur leur physique. Et donc, il n'y a jamais eu d'indemnisation, de réparation. Il y a encore dans les tribunaux des procès en cours pour qu'il y ait certaines compensations quant à des tortures qui ont été infligées. Et réellement, les enfants des vétérans de la guerre souffrent encore et ils ont besoin de recevoir des indemnisations. Et encore plus important que cela, ils ont besoin d'être reconnus et appréciés. Et il faut les reconnaître comme des héros. Tous les 3 décembre, nous rappelons le jour de l'indépendance. Et normalement, nous
nous l'avons renommé. C'était le jour Kenyatta, maintenant c'est le jour des héros. Et donc rappelons-nous le jour de notre indépendance et rappelons-nous surtout l'héroïsme de nos gens, des hommes, des femmes qui sont allés à la guerre, des hommes et des femmes qui ont tout laissé pour lutter pour l'indépendance. Nous les reconnaissons, oui, parfois ce n'est pas suffisant, mais le gouvernement fait quelque chose maintenant pour les reconnaître. Nous reconnaissons la liberté de nos héros. Nous reconnaissons toutes les personnes qui ont réalisé de grandes choses, comme les académiciens, les pasteurs, toutes les personnes qui ont fait de grandes choses pour ce pays, nous les reconnaissons maintenant. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est d'apprendre à nos enfants l'histoire de notre pays, de leur dire d'où nous venons, afin que nous puissions enseigner aux personnes le besoin de reconnaître la dignité humaine, d'apprécier les efforts des gens qui luttent pour le respect des droits humains. Et encore plus important, il est important que la dignité humaine soit appréciée. Et nous venons de très loin, mais il y a également une possibilité de retourner en arrière. Même les gouvernements actuels, on doit leur dire, ils doivent apprendre à respecter la dignité humaine, la vie humaine, parce que il y a encore des actes qui sont menés par des leaders politiques. Et je pense qu'il est très important de souligner la dignité humaine, les droits humains. Et j'espère que même des personnes comme moi-même, dont les parents ont souffert directement du joug colonisateur, et qui n'a pas joui de l'appréciation des gouvernements, j'espère que nous pourrons toujours apprécier ce qu'ont fait nos parents pour l'indépendance de notre pays. Nous allons écouter maintenant le docteur révérend, docteur Mouquet. Alors, concernant la question sur la manière de reconnaître ces tragédies du passé, pour ma part, je dirais que pour les reconnaître, il faut vraiment appeler, je dirais, le diable par son nom. Vous savez, il y a toutes ces histoires qui sont tues, qui ne sont pas racontées, et tous ces conflits qui sont difficiles à gérer aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de programmes qui couvrent toutes ces horreurs, ces massacres qui ont pu être commis. Et si je cite l'exemple du Rwanda, là où je vis, je dirais que la meilleure manière de reconnaître les tragédies du passé est vraiment d'appeler le diable par son nom et de mettre fin à ce silence. Nous voyons que dans énormément de cas, les criminels essaient de se protéger, de se couvrir, et ils rejettent même, nient l'existence de ces massacres. Aussi, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment désigner le diable, mettre fin à cette loi du silence, et puis pour pouvoir aller de l'avant, il faut en parler, donner la parole aux victimes, leur donner l'espace, le lieu où ils pourront faire part de leurs témoignages douloureux. Je parle bien vraiment des espaces. Et je pense que l'Église est le meilleur endroit pour faire part de leurs témoignages, de ce qu'ils ont vécu. Et si on se posait la question, dans le cadre de ce webinaire, comment pouvons-nous mettre fin à ces douleurs? Je pense que l'Église est vraiment le lieu le plus adapté, car nous avons le cas du Rwanda où le peuple s'est entretué et il n'y a pas eu beaucoup de lieux où les criminels ont dû s'asseoir aux côtés des victimes
the more people come together, the more people. Et je pense que plus les gens vont se rassembler, plus ils vont se confronter, alors plus il sera facile de surmonter ces difficultés. Et dans certains cas, les gens s'intéressent seulement aux victimes et mettent de côté les criminels. Mais ces criminels sont aussi coupables, ils ont besoin qu'on leur accorde de l'attention parce qu'ils ont cette culpabilité en eux-mêmes. Aussi, si vous souhaitez évoluer dans une communauté, dans une société où la réparation aura lieu, alors il faut aussi permettre aux personnes, même à celles qui ont commis ces exactions, de parler de ce qu'elles ont vécu. C'est comme ça que nous pourrons tous guérir. Et Rwanda, donc nous avons une commémoration annuelle par rapport donc à ce génocide contre les Tutsis. Most of Tutsi who survived, they were helped et même pour les Tutsis qui ont pu être survivre, et certains ont été aidés par les Hutus, qui étaient donc les criminels. Donc, certains se sont sacrifiés, ont essayé, ont aidé les gens à survivre. Donc, ces gens-là doivent être aussi reconnus comme des héros parce qu'ils n'ont pas accepté le mal, ils ont refusé ce mal. Et avec le fait de le reconnaître, cela permettra à tout le monde de guérir ses pensées. Et aussi, comment faire pour prévenir tout autre massacre ou tout autre génocide? Je dirais que le moyen le plus important est d'enseigner à nos générations, comme l'a dit l'un de mes frères. Les nouvelles générations, maintenant, elles ont accès à ces informations, mais elles ont besoin des connaissances, d'en savoir plus sur ce qui s'est produit. C'est le bon message qui doit être transmis et enseigner aux nouvelles générations ce qui s'est produit, mais également leur enseigner ces stratégies de paix, d'établissement, d'instauration de la paix. On l'a dit, hein, parfois, les victimes d'hier deviennent les criminels du lendemain parce que les Hutus étaient les victimes et pendant le génocide, ils sont devenus les criminels. Aussi, si on ne pense pas à ces blessures, alors nous allons poser les bases du génocide de demain. Donc il faut vraiment expliquer aux jeunes gens ce qui s'est produit dans le passé, leur apprendre leur histoire et aussi leur enseigner les stratégies d'instauration de la paix. Et pour ce qui est de la réparation, ce n'est pas une chose qui se produit en une fois, c'est un processus, c'est tout un chemin à entreprendre. Et d'ailleurs, l'un des professeurs l'a dit, est-ce que c'est important d'avoir des monuments? Je pense que oui, parce que cela va montrer et enseigner aux nouvelles générations ce qui s'est produit et surtout, ce sera une possibilité de leur transmettre le message plus jamais, que ça ne se passe plus jamais, ni ici ni ailleurs. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, si vous me le permettez, si je peux intervenir avant Franck, j'aimerais aussi revenir à la question que vous avez posée, Catherine, du groupe de travail des experts sur les descendants africains. Et la question était la suivante. Quel est le message que nous avons pour les instances des droits humains? Donc, je pense aussi que c'est une question à laquelle il faut répondre. Isabelle. Très bien. Nous allons écouter Dr. Chikame. Monsieur le Dr. Chikame, vous n'avez pas votre micro ouvert. Oui, c'est bon. Alors, c'est vrai que je dirais que là, nous abordons un sujet très délicat. Alors, je vais résumer les choses parce que je me rends compte que nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous avons essayé de reconnaître
par le biais de monuments, notre passé. Nous avons une commission de la vérité et de la réconciliation, au sein de laquelle les victimes et les criminels se sont confrontés. Malheureusement, également de ces criminels qui ont fait l'objet d'une amnistie. Certains, ça va le cas de tous, mais quand même une grande partie. Et puis, il y a aussi ces difficultés parce que tant de gens ont été violentés, ont été torturés. Et tout ceci aussi prend du temps de reconnaître ces douleurs. Ça demande énormément de temps pour se reconstruire. Et beaucoup de gens en Afrique du Sud ont souffert de l'apartheid. Pas seulement ceux qui sont partis en exil, ceux qui se sont enfuis, mais je pense aux gens lambda, aux personnes lambda qui en ont souffert. Comment on fait? Comment peut-on mettre en place ce processus de réparation? C'est un sujet très délicat pour moi parce que je suis directement concerné. Et vous voyez toujours le mal qui a été fait aux gens et qui est toujours présent. Ce mal qui s'insinue encore dans les communautés. Et je pense que ces personnes qui ont pris soin de moi, qui ont été à mes côtés, qui m'ont soutenu. J'ai même dû aller à un hôpital souterrain pour être traité un jour. Et puis, toute la torture qui s'ensuit quand vous êtes détenu. Aussi, pour moi, ce n'est pas seulement une question de monument, de reconnaissance, ou de l'admettre, mais de savoir ce qui était bon pour moi et ce qui m'aide le plus. Et moi, ce qui m'aide le plus, c'est cette lutte que nous avons engagée. Et ce, dans cette nouvelle société. Et c'est toujours un traumatisme pour moi quand je vois encore qu'il y a eu des personnes qui ont été tuées cette semaine parce qu'elles étaient des témoins contre la corruption de notre gouvernement blanc. Si vous me posez la question de la douleur sur le passé, eh bien, je dirais que ces objectifs n'ont pas été réalisés et n'ont pas permis vraiment de penser nos blessures. Ça, non, nous n'y sommes pas parvenus. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Merci. Amen. That's why we were saying just to say that I don't have time with the people of African descent, but we are heading for. On m'a dit qu'on n'avait pas trop le temps de parler des descendants, mais nous allons organiser une conférence sur cette question en octobre. Donc, nous vous donnerons la date en temps et en heure. Oui, c'est une chose. Effectivement, il y aura cette conférence qui va avoir lieu en octobre, qui nous permettra de poursuivre sur cette conversation. Et nous espérons que bon nombre des personnes présentes à ce webinaire seront présentes pour cette prochaine conférence. Nous puissions continuer sur ce thème, sur cette question. Je ne sais pas si maintenant vous pouvez écouter Madame Fascino. Oui, c'est une vidéo en français, alors s'il vous plaît, choisissez bien le canal d'interprétation. Mais après le pillage, après ce massacre, quels sont les efforts de réparation qui ont été faits? En réalité, après une guerre de ce genre, il y a deux types de réparations. Il y a d'abord les réparations dues aux préjudices moraux que les populations ont subis, puis des tentatives de restitution des objets qui ont été pillés. En ce qui concerne la réparation
la réparation à la suite des préjudices moraux. Dans toutes nos recherches, nulle part, nous n'avons eu des éléments nous permettant de savoir qu'une réparation morale a été faite. Il n'y a pas eu de réparation jusqu'à ce jour. Par contre, au niveau des objets qui ont été pillés, il y a eu des tentatives de restitution, mais jusque-là, rien de concret n'a été fait. La plupart des bronzes qui ont été pillés ont été achetés par les Allemands parce que pour l'expédition, il s'agissait de vendre ces pièces pour rentrer en possession des fonds qui ont servi à l'expédition. Donc ces pièces de bronze ont été vendues aux Allemands et se sont retrouvées un peu partout dans le monde entier. Certaines pièces ont été offertes aux soldats qui ont participé à l'expédition en titre de cadeau. Et 40% de ces œuvres se trouvent actuellement dans les galeries du British Museum. Depuis quelques années, des pourparlers sont en cours entre le ministère allemand des Affaires étrangères et le Nigeria pour la restitution de ces pièces qui existent chez eux. Il est prévu également la construction d'un musée au Nigeria, dans le royaume du Bénin, pour abriter ces œuvres. En 2014, 2 sculptures de bronze ont été rendues lors d'une cérémonie officielle au roi par les descendants d'un soldat britannique qui ont participé à l'expédition. De la même manière, des manifestations estudiantines en Allemagne ont eu lieu pour réclamer la restitution des bronzes qui se trouvent en Allemagne. Mais suite à cela, jusqu'à présent, on attend des actes concrets et nous espérons que bientôt, dans quelques années certainement, que la restitution se fera progressivement. Thank you so much. Right. Unfortunately, time is against us. Merci beaucoup. Malheureusement, le temps se joue de nous et nous n'allons pas pouvoir lancer une nouvelle ronde de questions. Aussi, j'aimerais conclure cette séance avec les mots suivants. Les témoignages que nous avons écoutés aujourd'hui, et nous avons choisi pour ce faire quelques pays, dont le Kenya, le Rwanda, la RDC, l'Afrique du Sud. Mais ce sont au final des histoires, des témoignages qui appartiennent à tous les pays africains. Pour chaque personne qui a pu faire part de son expérience ou des expériences ou ce qu'ont vécu leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, l'histoire sera toujours la même un peu partout. Et suite aux discussions, aux échanges que nous avons entendus aujourd'hui, j'y vois le besoin d'organiser une autre séance au cours de laquelle nous pourrons nous pencher sur les souffrances post-coloniales, à savoir des souffrances qui continuent à se poursuivre, signifiant que ces leçons, ces enseignements n'ont pas été appris, et toute la douleur pour les personnes qui ont vécu. Et quand vous voyez que ce sont les mêmes choses qui sont en train de se produire aujourd'hui. Donc, vraiment, je pense qu'il faut vraiment se pencher sur tout cela et dire comment pouvons-nous nous assurer que les leaders, les dirigeants actuels ont présent à l'esprit ce besoin de reconnaissance, de réparation et d'agir différemment. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce que l'on aborde aujourd'hui fait partie des thématiques du pèlerinage pour la justice et pour la paix. Le thème est le racisme et les personnes autochtones. Aussi aujourd'hui, nous avons écouté les témoignages des personnes autochtones d'Afrique et de la souffrance qu'elles ont vécue pendant la période coloniale. Et nous avons mis l'accent sur la question du racisme
mais aussi sur la question de l'ethnicité, les différents aspects du racisme qui s'expriment dans ces histoires, ces témoignages que nous avons entendus aujourd'hui. Aussi, ces témoignages sont le reflet d'un traumatisme. Et le traumatisme est l'un des thèmes du pèlerinage de la justice et de la paix. Lorsque vous racontez la vérité, lorsque de votre expérience, de votre traumatisme. Et l'un des thématiques de ce pèlerinage pour la justice et pour la paix est la terre et les personnes déplacées. C'était très clair qu'il y a eu ces histoires de personnes déplacées qui se sont reproduites dans les différents pays. Il y a toujours cette pression sur la terre donc d'une part, des personnes qui nous ont colonisés. Et c'est aussi une question à laquelle nous devons nous confronter. Et puis nous avons aussi entendu ces témoignages de cette injustice entre les sexes. Quand il y a des traumatismes, quand il y a des personnes déplacées, cela sous-tend aussi une douleur particulière qui est vécue par les femmes via le viol, par exemple. Et c'est aussi un sujet qui doit être pris à bras-le-corps, qui doit être traité, parce que nous devons chercher une solution à ces difficultés, à cette peine, à cette douleur. Et c'est ce que nous entendons précédemment, il y a les victimes d'aujourd'hui qui deviennent les criminels de demain. Il faut l'avoir présent à l'esprit. Et dans le cas du racisme, il faut vraiment évoquer à nouveau cette question. Parce que jusqu'à présent, nous avons évoqué le racisme entre le nord et le sud, on va dire. Mais il y a une chose dont nous n'avons pas parlé, c'est la xénophobie entre nous, qui est aussi notre blessure qui doit être pensée. Aussi, j'aimerais remercier tous mes collègues, tous les organisateurs de ce webinaire. J'aimerais remercier nos intervenants de s'être exprimés, d'avoir partagé avec nous leurs blessures, que nous pouvons aussi faire nôtres. Et j'aimerais aussi remercier Michael pour avoir abordé donc le rôle que peut jouer l'Église pour penser ses blessures et ses douleurs. Merci aussi à l'équipe de communication qui a travaillé d'arrache-pied pour que cet événement se déroule du mieux possible. Et j'aimerais remercier tous les participants, vos questions, vos retours, vos commentaires. Et nous vous en remercions vraiment. Merci à vous tous. Et puis, j'aimerais aussi maintenant m'adresser au révérend Mike Robert pour la prière finale. Merci. Merci Isabelle. Si vous avez des questions, vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à contacter le Conseil œcuménique des Églises et nous pourrons poursuivre cette discussion. Prions ensemble à présent. Saint-Esprit, Dieu, la fontaine et la source du bien, donne force à ton peuple dans des moments de faiblesse. Donne le courage lorsque nous avons des difficultés et éclaire-nous lorsque l'obscurité nous entoure. Et aide-nous à être les personnes de Dieu, les personnes qui sont appelées à être le peuple de Dieu. Que nous faisions bien ou que nous agissions mal. Et éclaire-nous avec le pouvoir de ton esprit. Élève nos esprits et rends-nous courageusement fiers d'être le peuple de Dieu. Aide-nous à nous acheminer vers le chemin de la résurrection afin que chaque jour puisse être celui de la bonté de Dieu. Et cette bonté puisse rejaillir sur toutes les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.